Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau journal d'une lectrice après plusieurs semaines d'absence. Deux raisons principales à cette absence. La première, c'est que je n'ai pas eu de téléphone pendant à peu près 3 semaines, de manière disparate, mais en cumulé, ça fait à peu près 3 semaines. J'ai eu des soucis avec mon téléphone et j'ai dû en changer finalement. Alors le point positif, c'est que j'avais un problème de son avec mon ancien téléphone, ce qui faisait que j'avais un grésillement à chaque fois sur mes vidéos que j'essayais de traiter, mais sur les dernières vidéos, on entend bien qu'il y a un bruit de fond. Donc vous n'aurez plus ce problème-là. Donc voilà, la première raison, c'est que je n'ai pas eu de téléphone pendant un petit moment, mais là j'en ai un nouveau qui devrait normalement fonctionner. Et la deuxième raison, c'est que je me suis posé beaucoup de questions sur ma présence, sur ce que je renvoyais en tout cas ici sur YouTube. Je m'explique, c'est que lors de ma dernière vidéo, après la naissance d'Achille, vous avez été quelques-unes à me dire bravo d'être là, en plus tu as l'air en forme, moi j'aurais été incapable de faire ce que tu as fait juste après la naissance de mon enfant. Et là, ça m'a vraiment interrogée. Alors ça partait, vraiment d'un très bon sentiment et merci pour vos commentaires. Mais il faut savoir qu'à ce moment-là, j'étais en plein, baby blues. J'allais vraiment, vraiment mal. Je passais mes journées à pleurer et faire cette vidéo, ça avait été pour moi une grosse, grosse prise d'initiative. Ça avait été, très compliqué de reprendre la caméra, mais je m'étais dit: «Allez, sois de nouveau dans l'initiative, va de l'avant, ça va aller de mieux en mieux, c'est une période transitoire». Voilà, donc mets-toi un coup de pied aux fesses. Et je me suis dit: «Zut, qu'est-ce que je vous renvoie ici?» Je vous renvoie autre chose que la réalité, alors que je suis, une personne, je pense, assez, naturelle, assez, franche. J'aime que les choses soient, transparentes et je me suis dit: «En fait, je j'alimente, ce que je déteste, sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire, feindre une réalité, qui n'est pas réelle, feindre le bonheur quand il n'est pas forcément là et alors ça, c'est ma vie, personnelle, mais je suis allée au-delà de ça. C'est-à-dire que si j'avais, visionné une vidéo d'une personne qui a fait quelque chose dont moi je ne me sentais pas capable, eh bien ça m'aurait, renvoyé à quelque chose d'assez négatif envers moi. Pas forcément de la culpabilité, mais, de me montrer encore une nouvelle fois que je ne suis pas capable de faire quelque chose que quelqu'un d'autre est capable de faire. Ça aurait, renforcé mes schémas, mes fausses croyances, mes schémas dysfonctionnels, on va dire et voilà, c'était juste pour établir la vérité. Les vidéos que je fais, ici sont focus sur la lecture. Vous n'entreapercevez rien de ma vie, personnelle ou presque et donc c'est juste pour vous dire, ne pensez pas que les autres font mieux que vous. Chaque vie est différente, mais chaque nouvel événement dans une vie amène son lot de chamboulements et c'est pas parce que je ne le montre pas ici que je ne suis pas, concernée. Je veux pas forcément m'étaler sur ma vie perso et sincèrement, ne mettez pas forcément de commentaires sur, «J'espère que tu vas bien» et cetera. Là n'est pas le sujet, ça va beaucoup mieux. Mais c'est juste pour vous dire, si vous, vous n'êtes pas capable de faire quelque chose, ce n'est pas parce que vous êtes moins bien que les autres, ce n'est pas parce que, vous avez moins de ressources que les autres, c'est peut-être parce que l'autre essaye de faire sans montrer que ça ne va pas. Voilà, je veux juste rétablir ça et du coup, j'ai décidé, quand je prendrai la caméra, d'être un peu plus, naturelle physiquement. C'est-à-dire que là, vous me voyez, sans maquillage, les cheveux attachés, habillée, comme je le suis. D'habitude, j'essaye de me pimper un peu, sans forcément, aller dans les extrêmes, mais j'essaye d'être présentable et je pense qu'en fait, le fait d'essayer d'être présentable eh bien, ça alimente encore une fois, le fait de renvoyer une réalité qui n'est pas, celle qu'elle est. Voilà. Je ne sais pas si je suis très claire dans mes propos, en tout cas ça l'est pour moi. Je vais m'arrêter là et je vais commencer mes avis lecture si mon petit bout me le permet, parce qu'il est en train de gigoter. Mais on va essayer, on va voir ce qu'on peut faire. Alors le premier livre, donc là, tout ce que je vais vous montrer, c'est mes lectures d'avril et de mai. Je vais faire une vidéo condensée. Et puis j'essaierai de reprendre de manière un peu plus routinière sur mes lectures de juin. Donc derrière, je vais essayer d'enchaîner une vidéo cette semaine ou la semaine prochaine sur mes lectures de juin et je vais essayer de vous prendre au fur et à mesure, au fil de l'eau, comme j'aimerais le faire depuis quelques mois. La première lecture que j'ai faite au mois d'avril ou de mai, hein, je ne sais plus, c'est La dernière allumette de Marie Vareille. C'est son dernier roman. Si vous avez déjà lu du Marie Vareille, vous savez, et si vous aimez sa plume, vous savez que c'est clairement une valeur sûre. De mon côté, elle ne m'a jamais déçue.
Elle sait toujours me surprendre par son imagination, on va dire. Je vous lis le résumé et je vous dis ce que j'en ai pensé. Depuis plus de 20 ans, Abigail vit recluse dans un couvent en Bourgogne. Sa vie d'avant, elle l'a en grande partie oubliée. Elle est même incapable de se rappeler l'événement qui a fait basculer sa destinée et l'a poussée à se retirer du monde. De loin, elle observe la vie parisienne de Gabriel, son grand frère, dont la brillante carrière d'artiste et l'imaginaire rempli de poésie sont encensés par la critique. Mais le jour où il rencontre la lumineuse Zoé et tombe sous son charme, Abigail ne peut s'empêcher de trembler, car elle seule connaît vraiment son frère. Un trésor de sensibilité et d'émotion brillamment construit. Marie Vareille démontre une nouvelle fois son talent unique pour nous tenir en haleine, de la première à la dernière page. Alors il fait un peu plus de 330 pages, et je pense que je l'ai lu en 48 heures, surtout pendant mes insomnies. Mais c'est un livre que j'ai eu beaucoup de mal à lâcher, que je reposais parce que le quotidien m'appelait. Mais je ne saurais pas dire si c'est mon préféré de Marie Vareille ou si c'est encore La vie rêvée des chaussettes orphelines ou Les Désenchantés. Je pense que c'est encore Désenchanté. Mais niveau émotion, celui-ci est beaucoup plus chargé que ses autres romans encore, je trouve. Alors le talent de Marie Vareille n'est clairement plus approuvé. On va avoir des personnages attachants, on va avoir un jeu de temporalité qui va être extrêmement intéressant. Euh, elle va, comment dire, elle va utiliser tous les liens inconscients que nous, lecteurs, allons faire pour nous faire croire à une histoire. Notre imaginaire va prendre une direction et elle va tout contrer à un moment donné du roman. Et quand on va comprendre exactement ce qui se profilait au cours de ces différentes années décrites dans le roman, eh ben on va rester voilà, comme ça, la bouche grande ouverte, très 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 étonnée, de manière voilà, c'est une grande surprise, mais une très bonne surprise dans le sens où c'est pas sorti de son chapeau, c'est vraiment très réaliste, il n'y a rien d'alambiqué. Là, on se rend compte à quel point nous, on fait des inférences inconscientes, hein, mais à quel point bah, finalement l'imaginaire du lecteur a une place au sein de la lecture. Mais c'est vraiment très très chargé d'émotions. Alors, j'aimerais vous faire un trigger warning et en même temps, je ne vais pas vous le faire parce que sinon, ça va vous spoiler une grande thématique du roman. J'aimerais simplement vous dire que il faut lire ce roman quand vous vous sentez bien, dans toutes les sphères. J'ai envie de vous en dire plus, mais je vous en dirai pas plus. Mais voilà, méfiez-vous des apparences et dites-vous bien que les blessures de l'enfance ont toujours des répercussions à l'âge adulte. J'irai pas plus loin, mais pour moi, ça a été un réel coup de cœur. J'ai l'impression de très 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 mal vous en parler, mais c'est simplement parce que je veux pas trop vous en dire. Alors, si vous avez lu les chroniques sur Instagram, clairement, vous avez été spoilé dans 95% des cas sur la thématique principale du roman et je trouve ça bien dommage. Mais voilà, c'est pas un roman simple à lire. Il y est certes question d'amour, pas forcément, pas que l'amour dans un couple, c'est aussi l'amour d'une sœur pour son frère et d'un frère pour sa sœur. C'est l'amour toxique, le désamour, enfin voilà, il y a beaucoup beaucoup de choses dans ce roman. Et rien que le résumé, et quand je connais maintenant l'histoire, eh bien je me dis que chaque mot a son importance dans ce résumé. Bref, c'est encore une fois du grand Marie Vareille. J'ai adoré ce roman, un vrai, vrai, vrai coup de cœur que j'ai lu très, très rapidement. Encore aux éditions Charleston, j'ai lu Pour qu'elle revienne de Cynthia Kafka. Alors vous allez voir que je vais un peu plus rapidement vous parler des romans que d'habitude parce que bah, du coup, pour certains, ça fait un peu plus de 2 mois que je les ai lus. C'est pas que je ne me souviens plus de l'intrigue, c'est que eh bien, les émotions, quand j'en parle, elles sont un peu moins fortes que post-lecture. D'où l'idée d'essayer de vous prendre un peu au fil de l'eau de mes lectures pour le mois de juin, pour que je puisse un peu plus vous transmettre les émotions que j'ai ressenties à la lecture, en essayant d'être concise, parce que c'est bien ça mon problème. Alors, la veille de mes 15 ans, ma mère a volontairement disparu de nos vies et malgré tous nos espoirs, elle n'est jamais revenue. Lorsque, après 15 ans d'attente et de désillusion, Margot croit reconnaître sa mère dans un reportage sur les villages de Corse, elle vacille, tandis que les doutes et les questions refont surface. Et si depuis tout ce temps, Nathalie attendait qu'il vienne la rechercher? Pourquoi est-elle partie? Bien décidée à découvrir la vérité, Margot s'envole pour l'île de beauté en compagnie de Timothée, son ami d'enfance,
Au cours de cette quête, elle devra laisser l'imprévu guider son chemin pour obtenir des réponses et trouver enfin la paix. Donc vous l'aurez compris, il est question ici de disparition volontaire. La mère de Margot, à l'époque, Margot avait 15 ans, la veille de son anniversaire, eh bien, elle décide de s'effacer du tableau, elle décide de prendre la poudre d'escampette, de partir loin, très loin. Et chose improbable, 15 ans plus tard, Margot regarde un documentaire avec son meilleur ami, Timothée, et elle découvre un tableau dans ce documentaire qui est clairement une peinture de sa mère. Alors là, pour moi, c'est un peu improbable, mais qu'importe, là commence l'intrigue. Et eh bien, elle se rend compte que ce tableau se situe en Corse et elle décide de partir en Corse. Alors, on sait très très rapidement que c'est une disparition volontaire puisque Margot a fait appel à... Alors, je sais plus si c'est à la police ou à une association, mais bref, ils ont retrouvé les traces de sa mère assez rapidement et très clairement, elle dit qu'elle ne veut plus de contact avec sa famille. Pourquoi? Eh bien, là est la question. Et ce roman traite surtout de la quête de vérité, de la quête de compréhension, et pas forcément de la construction dans l'absence. Ça aurait pu être le sujet, mais ça ne l'est pas. C'est vraiment, eh bien, on va se placer du point de vue de Margot et on va essayer de comprendre comment elle fait en fait pour retrouver les traces de sa mère. C'est vraiment une quête, une recherche d'une personne. Et on n'est pas forcément sur comment Margot s'est construite dans l'absence de sa mère. Est-ce qu'il y a eu un sentiment de culpabilité, un sentiment d'abandon? On n'est pas forcément sur ça. C'est un vrai roman feel good et c'est peut-être ce que je peux un peu lui reprocher. Ça a été une très bonne lecture, là n'est pas le souci, mais comme sujet principal, c'est bien la disparition volontaire et du coup, je pensais en connaissant, la plume de l'autrice, qu'elle allait être vraiment sur, eh bien, la mère qui est partie et du coup tous les sentiments qui l'ont envahie, et à la fois, eh bien, la famille restante et le schéma de reconstruction qu'ils ont décidé d'adopter. Mais voilà, on n'est pas sur ça, on est vraiment sur une quête, enfin, la recherche d'une personne qu'on a côtoyée, qu'on a aimée, qui a eu de l'importance dans notre vie, dans un paysage idyllique, avec un meilleur ami qui peut-être est un peu plus que ça en réalité. Donc c'est un vrai roman feel good, c'est un vrai roman d'été. Ça se lit très très bien. Je pense que j'ai dû le lire pareil en 48 heures. Je l'ai lu la nuit en allaitant, voilà, tranquillement. Il n'y a pas de prise de bec, pas de prise de risque même. Voilà, moi je l'ai peut-être trouvé un peu trop feel good à mon goût, mais si vous recherchez un feel good pour l'été, il sera clairement parfait. J'ai ensuite lu Enquête et Charleston de Mélanie Bantini, que j'ai aussi adoré. Je vous lis le résumé et je vous dis après un petit peu ce que j'en ai pensé. 1925. Après avoir voyagé pendant des années à travers le monde, Madeleine Hardwick se fait une joie de rentrer enfin chez elle, en France. Mais c'est avec stupeur qu'elle découvre que sa meilleure amie Léonie a été assassinée. Déterminée à comprendre ce qui s'est passé et à rendre justice, Madeleine se rend à Paris, sur les traces de Léonie. Avec l'aide de ses deux fidèles domestiques, John et Eugénie, elle va tenter de percer les secrets de sa défunte amie qui l'ont conduite tout droit dans la tombe. Mais au fur et à mesure de son enquête, Madeleine se rend compte qu'il faut toujours se méfier des apparences et qu'un secret bien macabre se cache derrière la disparition de Léonie. Et surtout, le diable peut parfois se cacher derrière le plus charmant des sourires. Alors, vous allez me dire encore un Cozy Mystery, est-ce que vraiment il vaut le coup d'être lu? Et grande fan de Cozy Mystery, j'en ai lu quand même pas mal. Et force est de constater que oui, oui, il vaut vraiment le coup. Pour moi, ça a été un... Je sais pas si c'est un coup de cœur ou un presque coup de cœur, mais en tout cas, voilà, il a clairement relevé le challenge de me plaire. Et c'était pas couru d'avance parce que vraiment, je suis la première à me dire que les maisons d'édition surfent énormément sur la vague du Cozy Mystery. Et du coup, je suis assez frileuse en fait de lire des nouvelles sagas, surtout que j'en ai pas mal en cours. Alors, la force de cette saga, je vais pas forcément revenir sur tout le pitch, etc. Mais vous l'aurez compris, on suit Madeleine Hardwick, qui est une bourgeoise qui a fait le tour du monde, qui revient là en France, poser ses bagages, retrouver sa famille. Alors, je crois que c'est en Normandie, il me semble. Mais quand elle veut retrouver sa seule et meilleure amie, et qui est quand même une meilleure amie d'enfance, et là on voit à quel point son tissu social est pauvre, eh bien elle se rend compte que cette meilleure amie a été assassinée. Et là, eh bien, en tant qu'amie loyale, elle a envie de comprendre pourquoi et elle décide de mener l'enquête. Les forces de Cozy Mystery, c'est premièrement l'époque, on va être dans les années folles et c'est super bien retranscrit. On a une vraie effervescence culturelle.
On a une soif de liberté féminine. Et Madeleine est bien ancrée dans ça. Elle est vraiment à contre-courant de ce qu'on demande à une femme. Elle ne veut pas se marier, elle veut vraiment garder sa liberté et faire entendre sa voix. Donc elle est super super intéressante. Elle est à la fois, je trouve, intrépide et en même temps tellement naïve. Elle va quand même se laisser séduire par des beaux parleurs qui ne vont pas forcément toujours lui vouloir du bien. Il va y avoir une relation avec un policier, parce que même si c'est un cozy mystery, la police va bien évidemment intervenir. Cette relation, elle est vachement réaliste, je trouve. Elle est assez complexe et je l'ai beaucoup aimée. Je pense que j'ai à peu près fait le tour. Donc l'époque à laquelle se déroule l'intrigue. Le personnage principal, donc Madeleine, qui est super attachant, super réaliste et qui est une très très belle héroïne que j'ai envie de continuer de découvrir. Et aussi l'intrigue. C'est super bien ficelé, tout est bien pensé. Alors il faut savoir que l'autrice, pardon, est professeure d'histoire géo et c'est ce qui amène vraiment la crédibilité, je pense, à l'époque qui est dépeinte là-dedans. On a vraiment l'effervescence culturelle qui m'a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup plu. Mais tout ce qui est description de paysages, etc., voilà, on est vraiment immergé. En ce qui concerne l'intrigue, eh bien, l'autrice va savoir mettre en avant certaines réalités de l'époque qui ne sont pas forcément faciles à lire. Et c'est là où j'ai envie de vous dire que ce roman, cette nouvelle saga, eh bien, elle a un petit truc en plus par rapport aux autres au-delà de l'époque, c'est qu'il y a de la profondeur dans les sujets qui sont traités. Je ne vais pas vous dire quels sujets sont traités, mais c'est pas une lecture forcément facile, c'est pas non plus très compliqué, mais émotionnellement, ça, en tant que femme, ça peut raviver certaines choses. Et, et voilà, moi j'ai beaucoup beaucoup aimé. La fin du roman ne donne qu'une envie, c'est de lire la suite, mais je pense qu'elle n'est pas encore tout à fait écrite. Mais c'est super bien ficelé et personnellement j'ai adoré. Vous allez vous rendre compte que finalement en avril-mai, j'ai quand même fait quasiment que des bonnes lectures, pour mon plus grand plaisir. J'ai également eu la chance de lire Les vrais amours de Taylor Jenkins Reid. Je découvre la plume de l'autrice avec ce roman. Alors, je l'ai lu en lecture commune avec Lauriane, comme tous les romans que je viens de vous présenter. On a fait énormément de lectures communes là, ces derniers 2 mois. Lauriane, ça fait quand même plusieurs mois qu'elle me tanne pour que je découvre la plume de l'autrice. À chaque fois, je lui dis oui, oui, j'ai envie de la découvrir, mais voilà, il y a toujours un autre roman qui s'installe devant mes yeux. Et en lisant toutes les deux ce roman, Lauriane me dit bah, je retrouve la plume de l'autrice, mais je la trouve un peu moins aboutie que d'habitude, sans que ce soit forcément un défaut. Et en fait, elle s'est amusée à regarder un petit peu l'ordre d'écriture des romans. Et ce roman est le premier livre écrit par l'autrice, si mes souvenirs sont bons. Bref, je vous lis le résumé, je vous dis pardon, juste après ce que j'en ai pensé. Vous remarquerez peut-être que le cadrage a changé et la luminosité également. Achille s'est réveillé tout à l'heure, je vous avais pris vers 9 h. Et là, il est 14 h, donc voilà, il y a eu quelques heures entre deux. Bref, j'allais vous lire le résumé de ce roman. Le jour où son mari Jess disparaît au cours d'un accident d'hélicoptère, le monde d'Emma Blair s'effondre. Dévastée, c'est dans sa ville natale du Massachusetts qu'elle se réfugie pour surmonter cette tragédie. Entre les rayonnages de la librairie de ses parents, Emma reprend peu à peu goût à la vie. Et quand elle croise la route de Sam, un ami d'enfance, elle entrevoit enfin la possibilité d'être à nouveau heureuse à ses côtés. Mais quelques jours après leur fiançailles, son destin bascule une seconde fois, lorsqu'elle apprend que Jess est vivant. Emma va alors devoir choisir entre son premier amour et le nouvel amour de sa vie. Alors, j'ai commencé ce roman sans vraiment lire le résumé, donc je savais pas trop à quoi m'attendre, mais voilà, je faisais confiance à l'autrice au vu de ce que Lauriane m'avait dit. Et j'étais agréablement surprise, en tout cas ça confirmait mes attentes concernant cette autrice. J'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup aimé, donc effectivement, vous l'avez compris. Il est donc question d'Emma qui vraiment mène la belle vie avec son mari Jess. Il faut savoir que Jess, elle l'aime depuis qu'elle est adolescente et elle ne pensait pas lors de son adolescence qu'il allait pouvoir poser les yeux sur elle. Et puis un beau jour, effectivement, il s'intéresse à elle et là, ils partent voyager. Enfin, ils ont tous les deux des emplois qui leur permettent de parcourir le monde. Ils finissent par se marier. Vraiment, c'est la belle vie
pour Emma et Jess. Et puis la veille de leur premier anniversaire de mariage, Jess part en hélicoptère pour une mission. Et malheureusement, eh bien, il y a un accident avec cet hélicoptère et il est donc porté disparu. Emma décide alors vraiment de rechambouler son quotidien, de retourner auprès de sa famille et de travailler dans la petite librairie familiale. La baroudeuse revient un peu au bercail et adopte un train de vie un peu moins rythmé, on va dire, et elle se reconstruit petit à petit. Ce que j'ai bien aimé dans ce roman, c'est que on voit bien toutes les émotions qui traversent Emma, tant dans le souhait de se reconstruire, dans le souhait d'aller de l'avant, et puis tout ce qui l'assaille aussi dans les émotions négatives de deuil et de culpabilité de vouloir vivre sans l'autre. Et puis voilà, se fait une rencontre, celle avec Sam. Sam, c'est un ami d'enfance qui travaillait à la librairie familiale quand ils étaient plus jeunes et qui s'intéressait à Emma. Mais voilà, elle avait Jess en tête. Et puis, bah, ils se rencontrent de manière assez fortuite. Et là, Emma commence vraiment à s'intéresser à Sam. Et il devient son nouvel amour. Donc ça, c'est vraiment des années plus tard. Et la veille de enfin, quelques jours avant leur fiançailles officielles, eh bien, Emma reçoit un appel, Jess est en vie. Elle ne sait pas comment il a survécu, ce qu'il a vécu, mais toujours est-il qu'il est en vie. Et, euh, et par respect pour ce qu'elle a vécu avec lui, eh bien, elle va vouloir le revoir dès qu'il pose les pieds à ses côtés. Et, euh, et c'est super intéressant parce que, alors ça peut paraître vraiment improbable comme histoire, mais moi je me suis prise au jeu. J'ai pas cherché à savoir si le scénario il était vraisemblable ou pas, parce que j'ai surtout été interpellée par la justesse de la sensibilité de l'autrice. C'est-à-dire qu'elle nous décrit un panel d'émotions chez Emma. Elle est vraiment tiraillée entre se dire mais c'est l'amour, c'est mon premier amour, c'est celui que je pensais être l'amour de ma vie. Jess, s'il n'avait pas eu cet accident, je serais encore avec lui à vivre des beaux jours. Mais en même temps, de l'autre côté, il y a Sam qui est vraiment l'homme parfait pour elle au moment où leur histoire naît. Et elle est vraiment tiraillée entre son ancien amour et son amour actuel. Et c'est difficile même de dire ancien amour parce qu'elle a encore de l'amour pour Jess. Et à travers ce triangle amoureux assez, assez atypique, assez original, eh bien l'autrice, elle va amener toute la complexité de la construction identitaire, je trouve. C'est-à-dire qu'on n'est pas la même personne qu'il y a 10 ans, même si cette personne d'il y a 10 ans fait un petit peu ce que nous sommes là actuellement. Je ne sais pas si je suis bien claire, mais voilà, chaque histoire d'amour a ses particularités et est inscrite dans une temporalité et c'est tout ce qu'elle va venir amener comme cheminement. Et voilà, ce qui m'a parfois énervée, c'est qu'Emma, elle est tellement tiraillée que parfois elle fait des choses où je me dis, mais enfin, t'es en train de trahir tel ou tel homme. Enfin, donc voilà, c'est un peu compliqué et je dois avouer que mon cœur a balancé tout de suite pour l'un des deux hommes. Après, je vous dirai pas son choix final parce que sinon je spoil le tout. Mais voilà, et parfois j'ai aussi été agacée par les réactions de Jess qui lui revient de plusieurs années d'absence. Je vous dirai pas ce qu'il a vécu, etc. Mais quand il revient, il n'a qu'une envie, c'est de reconquérir Emma tout de suite. Et je me dis, mais il y a tellement d'autres choses à faire avant. Euh, et la manière dont il s'approchait d'elle, enfin dont il échangeait avec elle, il avait vraiment envie d'avoir de nouveau une emprise sur elle pour qu'elle s'arrête de penser à Sam, sa relation actuelle. Mais en même temps, c'est tout à fait normal. Enfin, parfois, je me mettais à sa place et je me disais, ben oui, Manon. Enfin, et voilà, c'est un triangle amoureux assez original qui met quand même en avant la complexité, je vous le disais, de la construction identitaire et de se dire que ben, notre moi d'aujourd'hui n'est pas notre moi d'hier, mais que notre moi d'hier participe à notre moi d'aujourd'hui. J'espère que je suis claire. Bref, une très, très belle surprise, la construction. Elle est vraiment sympa, il y a vraiment un côté addictif, puisque Emma va parfois passer du temps avec Jess, parfois avec Sam. On va avoir des retours dans le passé pour savoir pourquoi elle est autant attachée à tel ou tel homme. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé et oui, c'est feel good, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. Voilà.
J'espère que vous le lirez, même si encore une fois j'ai l'impression de très mal vous en parler. En parlant de feel good, un vrai feel good que j'ai lu et que j'ai beaucoup aimé, c'est La petite librairie de Riverside Drive de Frida Skiback, je ne sais pas comment on dit, elle est de Suède. Je vous lis le résumé. Depuis la mort de son mari, Charlotte vit cloîtrée dans la campagne suédoise et noie son chagrin dans le travail. Aussi, quand une tante inconnue lui lègue une librairie à Londres, son premier réflexe est de la vendre pour ne pas perturber son équilibre. Pourtant, une fois arrivée sur place, elle tombe rapidement sous le charme du lieu, des 2 employés et de William, le jeune écrivain qui habite à côté. La découverte d'une lettre jamais envoyée qui la plonge dans la jeunesse de sa mère finit de l'intriguer. Quel secret se cache derrière les murs de la librairie? Alors c'est un beau pavé quand même, il fait 500 pages. Mais pour le coup, ça je trouve que c'est un réel feel good et j'ai adoré. Je pense que c'est ce dont j'avais besoin au moment où je l'ai lu. À la base, j'avais pas forcément prévu de le lire tout de suite, mais je l'ai reçu de la part des éditions Point. Et c'est vrai que quand je reçois un service presse, j'aime bien lire assez rapidement. J'aime pas le faire traîner. Je me dis que c'est un minimum. Voilà, c'est un respect qu'on doit aux maisons d'édition et à leur confiance qu'elles nous attribuent. Et du coup, je l'ai lu sans vraiment avoir d'attente. Donc, j'avais bien lu le résumé et je l'avais vu passer chez Charleston, parce il est paru chez Charleston pas l'année dernière, l'année d'avant. Et il me tentait bien, mais les retours étaient assez mitigés. Et en fait, de mon côté, vraiment, j'ai adoré. Donc, effectivement, on va suivre Charlotte qui vient de perdre son mari. Elle est vraiment dévastée. Et là, elle perd sa tante, il me semble. Ouais, c'est sa tante. Elle quitte sa campagne suédoise pour arriver à Londres pour récupérer la librairie de sa tante où vraiment elle pense qu'elle va vendre. Et puis, eh bien, elle rencontre les employés. Alors, elle déteste lire, elle n'a aucune culture littéraire. Et puis, eh bien, elle va se lier d'amitié avec les employés et on va avoir vraiment un esprit de fan family et j'ai vraiment adoré. C'est un pur feel good. J'ai également aimé la double temporalité puisque elle va tomber en fait sur des lettres qui concernaient sa mère et sa tante puisqu'elles étaient sœurs. Il faut savoir qu'elle n'a jamais entendu parler de sa tante puisque sa mère était en conflit avec sa sœur, donc avec la tante de Charlotte. Et à travers ces lettres, en fait, elle va découvrir l'histoire familiale, le pourquoi de ce conflit et pourquoi sa tante voue un culte à Charlotte, pourquoi elle lui a légué sa librairie, pourquoi elle a des photos d'elle dans son appartement alors même qu'elles ne se sont jamais vues. Et j'ai trouvé ça vraiment bien construit et c'était encore une fois super addictif. Je pense que j'ai lu en 3 ou 4 jours. J'avais du mal à le poser. Vraiment, j'ai fait énormément de bonnes lectures là sur les 2 derniers mois. Je ne peux que vous recommander ce roman si vous êtes amateur ou amatrice de feel good, mais que vous n'y trouvez plus trop votre compte quand vous en lisez, hein. Moi, je sais que là, les derniers feel good que j'ai lus, je me disais, mais en fait, il faut que tu arrêtes maintenant, c'est plus du tout ton genre. Enfin, et vraiment, celui-ci m'a réconcilié avec le genre, tout comme le Cynthia Kafka. Ce que je vous ai pas dit tout à l'heure pour le Cynthia Kafka, ce qui m'a embêté aussi, c'est que j'avais très vite compris la raison pour laquelle la mère de Margot était partie. Et ça, je me suis dit, ah zut, le twist final, finalement, je l'avais déjà capté depuis un moment. Et dommage, mais bon, soit. Ensuite, j'ai lu L'atelier des vies brisées de Don G. Snyder. Je ne sais pas si je le dis bien. C'est un roman qui se déroule au cours de la Première Guerre mondiale. Je vous lis le résumé et je vous dis juste après ce que j'en ai pensé. 1916. Après qu'un tribunal militaire l'a reconnu coupable de lâcheté sur les champs de bataille de France, l'artiste Sam Burke n'échappe au peloton d'exécution que grâce à ses compétences artistiques qui peuvent être utilisées pour d'autres soldats brutalement défigurés dans les tranchées. Sam se retrouve donc dans un château au bord de la mer d'Irlande. Entouré de blessés de guerre et essayant de se remettre de la mort violente de son meilleur ami Ned, dans l'atelier des masques en éteint, au contact notamment d'Olivier, ancien aumônier militaire qui gère l'institution, et du sergent Lansdale. Mutilé de guerre, Sam va devoir combattre ses propres démons alors qu'il apprend à créer des masques complexes pour cacher les mutilations subies par les soldats qui l'entourent. À des centaines de kilomètres, Cathy, toute jeune mère, tente de trouver un sens à sa vie qu'elle voit bouleversée par la guerre. Son mari Ned est parti à la guerre avec leur meilleur ami Sam. Et les mois passent sans aucune nouvelle des deux hommes. Donc si vous avez bien compris, en fait, il y a un trio amical entre Cathy, Ned et Sam. Donc on a
une nouvelle fois une double temporalité où on va suivre en fait ce trio quand ils étaient enfants, comment ils se sont construits. Et puis la deuxième temporalité, eh bien, c'est au cours de la Première Guerre mondiale où les hommes ont dû partir au front et où Cathy est restée avec le bébé qu'elle a eu avec Ned. Alors, ce roman, j'ai eu un avis un petit peu plus mitigé. Je pensais vraiment que ça allait être un roman sur la Première Guerre mondiale, sur l'univers des gueules cassées et les masques qu'on a pu leur fournir pour un petit peu camoufler eh bien, les conséquences physiques de cette guerre. Parce qu'une fois que les soldats rentraient à la maison, eh bien, leur combat n'était pas terminé. C'était très très difficile pour eux d'être regardés, d'être vus comme ils étaient revenus. Et en fait, on est plus sur un roman qui focus sur la psychologie des personnages. Et malheureusement, je me suis pas du tout attachée aux personnages, donc j'avais pas forcément d'intérêt en fait à ce qu'il ait traversé sur le plan émotionnel. C'est une belle histoire, mais ça manque de profondeur sur certaines choses. Et en fait, le contexte historique n'intervient quasiment pas. Alors oui, Sam crée des masques en étain pour les gueules cassées. Mais ça s'arrête là. En fait, il est dans un château, donc on a presque l'impression d'un huis clos, alors qu'on parle d'une guerre mondiale, donc on devrait être au contraire à ciel ouvert. Mais voilà, il y a des moments assez poétiques là-dedans, et la plume est vachement sympa. En fait, c'est une plume enfin, qui est extrêmement fluide, mais elle est extrêmement fluide pour un roman historique, sauf que pour moi, c'est pas vraiment un roman historique, puisqu'on parle pas forcément du contexte historique au premier plan. Le contexte historique permet de tisser l'intrigue des personnages, mais en soi, ça aurait pu se passer au cours d'une autre guerre, enfin, voilà, ça aurait pu avoir un contexte très différent sans que ça impacte en fait finalement l'histoire même. Donc voilà, si certains d'entre vous l'ont lu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, et c'est d'ailleurs le cas pour les autres romans. Ensuite, j'ai l'impression que je fais défiler les livres, mais c'est vraiment une vidéo où je me suis dit, il faut que tu la fasses, Manon, pour à peu près être à jour et pour ensuite pouvoir parler de tes lectures du mois de juin. Mais j'espère quand même que je vous parle correctement des livres. Alors ensuite, j'ai lu La chance de sa vie de Sophia Astrabi. Alors Sophia Astrabi, je pense que je peux dire qu'elle fait partie de mes autrices préférées. J'ai du mal à faire un trio de tête, mais Sophia Astrabi en fait clairement partie. Virginie Grimaldi, je dirais qu'aujourd'hui, c'est une de mes autrices préférées, mais plus pour mon histoire de lectrice, parce que j'ai réappris à aimer lire avec elle, parce que je passe toujours un excellent moment avec elle, mais je la lis pas pour l'atypie de sa plume, je la lis plus pour la sensibilité qu'elle insuffle dans ses histoires, dans ses romans, parce qu'elle parle d'elle, et quand on parle de soi, on ne peut qu'être juste, entre guillemets, dans ce qu'on ressent. Sophie Astrabi, elle fait partie de mes autrices préférées parce qu'elle a une plume très 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 singulière. C'est-à-dire que je pourrais clairement surligner chaque page de son roman. Alors ça se voit pas parce que pour la photo je les ai rentrés, mais en fait j'ai mis des petits marque-pages enfin, sur certains passages que j'avais envie de surligner. Je vais peut-être vous lire le résumé, et après je vous lirai peut-être des petits extraits si je retrouve mes petits papiers. À presque 40 ans, Stanislas Gélin mène une existence tranquille. Trop tranquille peut-être. Un soir, il reçoit un curieux message. Il est signé Sarah, la fille dont il était très amoureux au lycée et qu'il avait totalement perdu de vue depuis. Par quel hasard ressurgit-elle dans sa vie? Elle lui explique être tombée sur l'avis de décès d'un autre Stanislas Gélin, 39 ans, et habitant comme lui à Dijon. Stanislas, qui n'a jamais aimé les émotions fortes, tombe des nues. Mais la véritable secousse est à venir, avec le retour de Sarah dans son quotidien. C'est elle qui va le pousser à enquêter sur ce presque jumeau et à considérer que la vie est un jeu que l'on se doit de jouer, même s'il est risqué. Alors, pour vous parler un petit peu de la typie de la plume, je vais vous lire un petit extrait. Il allait avoir 40 ans, il avait beau prétendre le contraire, cette idée le perturbait. Il y avait le fait qu'il était à la moitié de sa vie, bien sûr, mais cela faisait longtemps qu'il avait compris que le présent était un bus qui nous passait devant sans s'arrêter. Non, il y avait autre chose, une phrase prononcée par une inconnue qui avait roulé jusqu'à ses pieds, sur le rivage de sa 40e année. Et cette phrase-là, mais cela faisait bien longtemps qu'il avait compris que le présent était un bus qui nous passait devant sans s'arrêter. Elle m'avait un petit peu percutée quand je l'avais lu.
parce qu'effectivement le présent est insaisissable, et on est toujours à ruminer le passé, à ruminer le passé, à essayer d'entrevoir le futur, mais parfois on n'est pas assez sur l'instant présent qui est tellement éphémère et qui est parfois tellement beau. Voilà. Euh, une autre phrase, et après j'arrête parce que j'aimerais que vous découvriez la beauté de la plume par vous-même si vous lisez ces romans. On parle de la mort parce que c'est la chose la moins répétitive de la vie. Et puis une épitaphe, c'est un résumé, c'est tout, le résumé d'une œuvre longue. Et effectivement, la mort, eh bien, on n'en a qu'une, alors que des instants de vie vont se répéter encore et encore et encore. Et voilà, c'est des petites phrases comme ça, à chaque fois qui me bouleversent quand je les lis, et qui me font pas mal réfléchir au sens que j'ai envie de donner à ma vie. Enfin, elle a ce pouvoir-là, en tout cas sur moi, Sophia Strabi, c'est que parfois je vais refermer son livre, alors que je suis en train de lire, je vais fermer, je vais réfléchir à ce que je viens de lire, ça va me bouleverser pour une raison ou une autre. Et je vais reprendre ma lecture et puis c'est reparti. Et ça, il y a très très peu d'autrices ou d'auteurs qui me font cet effet-là. Alors, ce que j'en ai pensé, j'ai eu un énorme coup de cœur pour Billy Pretty a disparu, donc c'est son précédent roman. Et j'ai retrouvé certaines notions de ce roman-là, c'est-à-dire que c'est une amitié d'enfance où il y a quand même des sentiments amoureux, c'est une relation déséquilibrée ou en tout cas asymétrique. Mais dans ce roman-là, il y a presque quelque chose de toxique, j'ai envie de dire, puisque Sarah, elle va demander à Stanislas de faire des choses qui sont un peu à l'encontre de sa personnalité, et ça m'a un petit peu gênée. Et je ne savais pas du tout où l'autrice voulait nous mener, en fait. Je ne comprenais pas du tout. On avait effectivement des tranches de vie d'un duo, mais où allait nous mener ces tranches de vie, j'en avais pas la moindre idée. Et elle lui a fait faire des choses tellement invraisemblables que je me suis dit, mais est-ce que c'est ça vraiment une relation saine? Et pourquoi elle le pousse dans ces extrêmes comme ça? Et puis à un moment donné, il y a un plot twist qui fait que on comprend que ce qu'on avait imaginé comme déséquilibré dans leur relation n'est pas vraiment ce que c'est. Enfin, c'est pas la réalité. Euh, et la fin, alors je pense qu'elle a voulu mettre un effet waouh sur sa fin. Alors effectivement, c'est une fin waouh, mais qui n'a pas vraiment de lien avec tout le reste de l'intrigue, je trouve. C'est très bien écrit, je ne reviendrai pas là-dessus, et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce roman, c'est vraiment, j'ai aimé retrouver la plume de l'autrice, et toutes les réflexions que ça m'amène à chaque fois, mais j'ai pas tout à fait compris le lien qu'il y avait entre la fin et tout le reste de l'intrigue. J'ai compris aussi qu'elle parlait de chance, et je sais pourquoi pour la suivre sur les réseaux sociaux, mais voilà, c'est une manière assez singulière d'aborder cette notion-là. Et alors je dirais pas que je suis passée à côté parce qu'il y a une lectrice qui a utilisé cette expression-là, et je pense que c'est un peu chamboulé l'autrice, et elle en a fait un post Instagram. Je suis pas totalement passée à côté de ce roman parce que je l'ai beaucoup aimé, mais je pense que j'en attendais énormément, énormément par rapport à Billy Pretty a disparu. Après, je vais pas vous dire de lire de romans juste parce qu'il y a mon prénom dedans, juste parce qu'il y a ma date d'anniversaire, et juste parce qu'il y avait une carte coincée à l'intérieur avec mon chiffre fétiche. Mais c'est vrai qu'il y avait tout ça. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé la plume, un peu moins l'histoire. Et ce qui m'a embêtée, c'est que je ne me suis pas du tout, du tout, du tout attachée au personnage, alors que j'ai besoin de ça pour vraiment être à fond dans mes lectures. Ensuite, j'ai lu Où vont les larmes quand elles sèchent de Baptiste Beaulieu. Alors celui-ci, je l'ai lu pour le Read Together de mars, il me semble. Non, d'avril, pardon, d'avril. Baptiste Beaulieu, c'est un médecin généraliste, un écrivain, un poète. Il fait aussi des petits podcasts où il intervient sur RTL, il me semble. Il écrit des romans graphiques pour les jeunes. Bref, il fait plein, 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 plein de choses. Il est un porte-parole sur beaucoup, beaucoup de messages féministes, je dirais, ou je dirais même qui prône un petit peu le droit des minorités, et qui montre à quel point parfois certaines personnes peuvent abuser de leur pouvoir dans le domaine médical. Enfin voilà, il est contre les violences obstétriques. Enfin,
Voilà, il milite pour beaucoup, beaucoup de choses et c'est quelqu'un que j'admire beaucoup pour certaines choses et que j'apprécie peut-être parfois un peu moins pour d'autres. Mais on peut pas tout aimer d'une personne et c'est surtout qu'il montre ce qu'il a envie de montrer sur les réseaux et parfois on comprend peut-être pas le fond, on comprend peut-être pas l'élément déclencheur d'une story, d'un post. Et du coup, je le trouve parfois un petit peu trop revendicatif et parfois un petit peu trop manichéen. Mais ce roman m'a permis un petit peu de comprendre pourquoi. Je vous lis le résumé et je vous dis après ce que j'en ai pensé. Jean a 36 ans. Il fume trop, mâche des chewing-gums à la menthe et fait ses visites de médecin de famille à vélo. Il a supprimé son numéro de portable sur ses ordonnances. Son cabinet médical n'a plus de site internet. Il a trop de patients. Jusqu'au soir, il déborde de la salle d'attente dans le couloir sur le patio. Tous les jours, Jean entend des histoires. Parfois, il les lit directement sur le corps des malades. Il lui arrive de se mettre en colère, mais il ne pleure jamais. Ses larmes sont coincées dans sa gorge. Il ne sait plus comment pleurer, depuis cette nuit où il lui a manqué 6 minutes. Alors vous comprendrez très vite si vous le lisez pourquoi il a perdu, pourquoi il y a eu 6 minutes de trop qui font que ça a bouleversé sa vie et ça a bouleversé la gestion de ses émotions auprès de ses patients. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce roman? Déjà, j'ai pas envie de parler d'un roman, j'ai presque envie de parler d'un journal intime. Il y a quelque chose de très très cathartique dans cet écrit-là, parce que pour moi, c'est complètement autobiographique. Et si vous suivez Baptiste Beaulieu sur les réseaux, eh bien, vous allez retrouver énormément de tranches de vie de patients dans ce livre que vous avez déjà découvert sur son compte. Et donc, alors c'est pas que j'ai eu un peu de mal, mais pour moi, c'est une accumulation de tranches de vie de patients que j'avais lu sur son compte Instagram. Donc, j'avais l'impression que c'était un résumé de son compte Instagram, que c'était pas vraiment quelque chose qui avait été retravaillé. Après, pour moi, c'est clairement autobiographique. Je pense qu'il avait besoin d'extérioriser tout son vécu de médecin et tout ce qu'on peut vivre au quotidien. Alors, il y a beaucoup de personnes dans le Read Together qui ont dit, mais c'est quand même assez lourd, c'est difficile à lire ce roman, c'est un peu plombant. Et moi, j'ai pas trouvé parce que, étant dans le domaine médical, en fait, tout- toutes les émotions qu'il nous décrit et toutes les situations auxquelles il doit faire face, eh bien, c'est également mon quotidien. Même si je ne perçois pas ces situations sous l'œil d'un médecin, mais sous mon œil de neuropsychologue. Mais en fait, c'est tellement criant de vérité tout ce qu'il y a là-dedans que ça m'a un petit peu quand même bousculée. J'aurais simplement aimé que ce soit un peu plus retravaillé que ce qui était proposé déjà sur Instagram. Il y a des personnes qui ont écouté aussi un de ses podcasts et qui disaient que en fait, c'était tout son podcast et du coup, il n'y avait pas forcément de plus-value à lire ce récit. Moi, j'ai quand même beaucoup aimé. Certains passages m'ont quand même un petit peu interpellée. Par exemple, il parle des naturopathes comme si c'était un peu des charlatans. Il parle de la psychothérapie aussi comme un truc un peu chamanique et ça m'embête un petit peu puisqu'il prône sur ses réseaux sociaux l'ouverture d'esprit, le respect d'autrui, la bienveillance, la communication, etc. Et en fait, parfois, on sent dans son roman qu'il est très 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 fermé sur certains sujets, comme le fait que tous les hommes, ou quasi, eh bien, sont des CONS. J'ai pas envie d'être vulgaire, mais... et à la fin, on comprend un peu, enfin, j'ai cru entrevoir en tout cas pourquoi il a dit tout ça, et pourquoi il a ces idées si arrêtées. Alors, ça lui est propre, clairement, mais ça colle pas tout à fait avec le personnage et c'est ça un petit peu qui me dérange. Et qu'il puisse considérer les médecines parallèles comme du chamanisme, ça m'embête aussi un petit peu, puisque en tant que soignant, ce qui est important, c'est de laisser la place au patient au centre de sa prise en charge, au centre de son accompagnement. Et tout ce qui peut faire du bien au patient, bien, on doit, nous, lui accorder de l'importance et de la crédibilité. Ça, c'est mon avis de professionnel, mais voilà, j'ai beaucoup aimé quand même. Il y a un petit peu d'humour, sans trop en faire. Ça dédramatise un petit peu certaines situations. C'est très humain. Il y a beaucoup d'émotions. C'est beaucoup de tranches de vie autour de la maladie, bien évidemment. Donc il faut le lire quand on se sent bien. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé, même si c'est pas un coup de cœur. Un ami de Baptiste, enfin une amie pardon, de Baptiste Beaulieu, on ne la présente plus, c'est Virginie Grimaldi, Plus grand que le ciel, donc qui est son dernier roman. Alors on sait que ce roman, il est écrit après le décès de son père. Son père avait une maladie d'Alzheimer depuis plusieurs années. Il a malheureusement fait un AVC. Et de cet AVC, eh bien, s'en est suivi des complications qui ont fait qu'aujourd'hui, il est décédé.
Et elle a écrit ce roman dans la douleur du deuil. C'est l'un des processus d'écriture, je trouve, chez Virginie Grimaldi, c'est que dès que quelque chose la bouleverse, eh bien, elle va écrire dessus. Ça a été le cas avec Les Possibles par rapport à la maladie d'Alzheimer de son père. Ça a été aussi le cas avec son accouchement prématuré avec Et que ne durent que les moments doux. Euh, Ça a été aussi le cas avec Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie pour une autre thématique. Bref, vous l'aurez compris, je pense qu'elle est vraiment animée par les émotions, par les événements qui la bouleversent dans sa vie personnelle et elle en fait une fiction mais qui s'inspire énormément de son vécu. Et c'est de là, je pense, qu'elle tire la justesse des émotions qu'elle va nous faire vivre au cours de son récit. Donc celui-ci, elle l'a écrit, je vous l'ai dit, après le décès de son père. Je vous lis le résumé et je vous dis ensuite ce que j'en ai pensé. Elsa et Vincent se croisent chaque mercredi dans la salle d'attente de leur psychiatre. Elle est écorchée et mordante. Il est rêveur et intranquille. Elle est conseillère funéraire. Il est romancier. Elle vient de perdre son père. Il cache sa plus grande blessure. Elle est en retard, il est en avance. Ils ont pourtant rendez-vous. Alors, bien, vous l'aurez compris, on va suivre Elsa et Vincent qui vont chez leur psychiatre et en fait, on va principalement se trouver dans la salle d'attente de ce psychiatre et donc du coup, on va alterner, c'est un roman choral, on va alterner les chapitres entre Elsa et Vincent. On va donc avoir le point de vue d'Elsa qui est complètement énervée de l'arrivée de Vincent en avance parce qu'elle elle aimerait avoir ce temps-là pour elle seule. Et puis Vincent qui est un petit peu rêveur, qui est un petit peu naïf, parfois même un petit peu à côté de ses pompes. Il vient en train pour voir le psychiatre parce que c'est sa chargée de communication, je crois, dans la maison d'édition dans laquelle il travaille, qui lui a dégoté ce contact-là de psychiatre, mais il pensait qu'elle le connaissait alors que pas du tout. Donc du coup, il fait plein de routes pour aller le voir alors que potentiellement, il y aurait pu en avoir un près de chez lui. Bref, c'est deux personnalités très très opposées, mais qui vont se rejoindre dans la douleur qu'ils sont en train de vivre. Elsa, elle vient de perdre son père, donc elle est vraiment endeuillée. Donc là, on sait la justesse des émotions qui vont être transmises ici. Et puis Vincent, on sait pas pourquoi il est là. On sait qu'il va très très mal, on sait qu'il a du mal à s'engager dans des relations amoureuses, qu'il s'en veut de ça, mais on ne sait pas pourquoi il va si mal. Virginie Grimaldi, elle a distillé de sa personne à travers certes Elsa, mais aussi à travers Vincent, qui est auteur, qui travaille dans enfin, qui a changé de maison d'édition. Donc ça, moi, ça m'a beaucoup fait penser à son passage de chez Fayard à Flammarion. Il y a une scène qui est assez cocasse là-dedans, et je pense que si Fayard relit ce roman, ils vont rire un petit peu jaune. Et pour plein de moments dans ce roman-là, on sent qu'elle parle d'elle, mais à travers ces deux personnages, en fait, elle ne s'est pas identifiée à un seul personnage, elle s'inspire d'elle pour leur donner de la crédibilité, pour qu'ils soient vraiment réalistes, et ça fonctionne vraiment très très bien. Il y a beaucoup d'humour, comme elle sait faire. Alors, parfois, je dirais presque que c'est de l'humour un petit peu pas lourd, mais je me dis, est-ce que c'est pas un petit peu trop au vu de la situation? Puis après, je me dis, ah, c'est Virginie Grimaldi, ça doit rester une lecture digeste en fait. Et je pense qu'elle introduit autant d'humour parce qu'elle-même aime rire et que ça aide aussi à avancer. Ça sera pas mon préféré, mais j'ai beaucoup aimé. J'ai passé un très bon moment de lecture. Je pense que j'ai dû le lire en 48 heures. Il fait un peu moins de 300 pages, mais comme d'habitude, un peu plus de 300 pages. Mais comme d'habitude, c'est vachement fluide, ça se lit bien. Le roman choral fait que ça devient addictif. On a envie de connaître l'évolution de la relation entre ces deux personnes qui se retrouvent contre leur gré dans la même pièce. Alors encore une fois, ça fait un peu huis clos, cette salle d'attente de psychiatre. Le psychiatre, finalement, a pas forcément beaucoup de place dans ce roman-là. Mais moi, je me suis imaginé, du coup, la salle d'attente dans laquelle mes patients attendent pour me voir. Et j'ai aimé à m'imaginer que parfois, ils peuvent aussi s'entraider avant de me voir ou après m'avoir vu. Voilà. J'ai bien aimé, ça sera pas mon préféré, mais j'ai quand même beaucoup aimé ce roman-là. Et j'ai également terminé Promis juré d'Isabelle Lagarrigue. Alors j'ai posté ma chronique Instagram ce matin, parce que j'essaye encore d'être présente sur Instagram, mais je pense que ça sera plus pour très très longtemps parce que je trouve, une petite parenthèse, que les posts sur les avis lecture, eh bien ça n'est plus lu en fait. J'avais envie de dire ça ne fonctionne plus, mais c'est pas ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Ça n'est plus lu, c'est plus ce que les gens recherchent. J'ai l'impression qu'on a envie surtout de parler autour de la lecture, mais
la lecture au quotidien, de la place que ça prend, de comment on s'organise, d'intégrer un peu d'humour autour de la lecture avec des bibliothèques qui croulent sous le poids, avec le fait de pas aller en soirée pour pouvoir lire, enfin et je trouve ça fun, mais en fait, je suis pas sur Insta. Enfin, si, je peux être sur Insta pour ça, mais pas que pour ça. J'aime bien aussi qu'on me conseille des lectures, qu'on parle vraiment de livres. Et force est de constater que quand on fait un post sur des chroniques littéraires, ça fonctionne beaucoup moins bien. Alors moi, je fais quasiment que ça, donc mon compte Instagram, là, clairement, c'est devenu un fantôme. Mais pour en avoir parlé avec des personnes qui mixent beaucoup leur contenu, et bien les chroniques, c'est ce qui fonctionne le moins bien sur leur compte. Donc je pense que mon compte Instagram, il est un peu voué à disparaître dans les mois peut-être à venir. Et c'est pas grave clairement, parce que j'ai envie d'échanger et si je fais des chroniques mais qu'elles ne sont pas lues et que ça ne crée pas d'échange, et ben là ça ne sert plus à grand chose. Alors peut-être que je le garderai pour moi comme un carnet de lecture numérique. Mais je me dis que ça prend tellement de temps. Autant là, sur YouTube, oui, ça prend du temps de tourner, mais je fais de manière tellement spontanée quand je vous fais un retour que je suis pas là à chercher mes mots, etc. Sur Instagram, il y a quelque chose de beaucoup plus travaillé parce que c'est de l'écrit, c'est pas de l'oral. Et j'essaye de faire des posts quand même assez concis, même si c'est un petit peu compliqué. Mais du coup, j'essaye de bien trouver les mots, de trouver une syntaxe quand même assez structurée. Enfin voilà, j'ai pas envie de mal parler. Du coup, ça me prend beaucoup plus de temps que là de vous parler assez spontanément des livres. Et je me dis prendre du temps pour écrire des chroniques un minimum construites, faire une photo pour finalement ne pas créer d'échange, et ben c'est bien dommage. Donc bon, c'est pas grave, on verra comment ça évolue. De toute façon, l'algorithme est tellement volubile qu'on ne sait pas où on va aller. Toujours est-il que je prends plaisir à être ici et c'est bien ça le principal. Donc j'ai lu Premier juré d'Isabelle Lagarrigue. Juré d'assises. La convocation est arrivée par courrier un jour comme un autre, chez Norma, Dylan et Martine. Trois mots qui ont le pouvoir de faire basculer une vie dans l'inconnu. Avec sa carrière d'architecte d'intérieur, son mari et ses deux enfants, Norma est l'incarnation même de la réussite sociale, en tout cas en apparence. À 32 ans, Dylan s'efforce de rendre le monde meilleur, peut-être parce que la vie n'a pas toujours été tendre avec lui. Martine, quant à elle, sillonne les routes en écoutant Johnny Hallyday pour ne pas rester seule chez elle. Leurs chemins n'auraient jamais dû se croiser. Pourtant convoqués ensemble dans cette salle de tribunal, ils vont nouer un lien inattendu et unique. Et se faire la promesse de se dire toute la vérité, rien que la vérité, promis juré. Alors, c'est un super bon roman choral. J'ai commencé à le lire en me disant, ah, je sais pas trop quoi lire. Et puis bon, j'avais ce service presse là et je le redis, j'aime bien lire au fur et à mesure mes services presse. J'en avais beaucoup de chez Charleston d'un coup et du coup, fallait que j'ai un certain rythme. D'ailleurs, je vous ai quasiment présenté que des services presse pour l'instant. Je vais vous montrer un petit peu là tout ce que je vous ai présenté. Oh, c'est lourd. Sur tout ça, il n'y a que le Baptiste Beaulieu qui n'est pas un service presse. Le reste, si je ne dis pas de bêtises, ce ne sont que des services presse. Alors, ça n'impacte pas du tout, mais vraiment pas du tout mon avis. Si j'aime, si j'aime pas, j'aime pas. C'est pas le fait d'avoir payé ou non le livre qui va changer ce que je ressens à la lecture. Et vous le savez, je suis tout à fait transparente sur mes retours de lecture, donc ça n'impacte pas du tout ce que je viens de vous dire ici. Bref, donc je commence ce roman-là un soir où je suis seule à la maison avec les deux enfants. Les deux enfants se sont endormis assez tôt et je me dis, tiens, bon, j'ai suffisamment de temps pour commencer un roman et voir un petit peu de quoi ça parle. Et en fait, je sais plus jusqu'à quelle heure j'ai lu, mais je me suis dit, ah, purée, demain ça va être compliqué. Je crois que j'ai dû dormir 1 heure avant qu'Achille me demande une nouvelle tétée. Et là, je me suis dit, mais pourquoi? Pourquoi j'ai fait ça? Et bon, c'est pas grave, mais c'est pour vous dire que j'ai beaucoup aimé ce roman. Donc c'est un roman choral. On va suivre effectivement trois personnes différentes qui ont été toutes les trois convoquées pour être jurées d'assises. Un rôle que certains convoitaient, d'autres redoutaient. Et on va avoir trois personnalités complètement différentes. Donc on va avoir Norma qui, elle, est la working girl par excellence, mais qui est en même temps une mère exemplaire. Enfin voilà, elle est parfaite sous tout rapport. On va voir Dylan, 32 ans, qui lui est un peu plus à vivre dans les émotions, dans le lien avec les autres. Il va parfois aller dans les rues avec une pancarte câlin gratuit. Enfin, et puis on va avoir Martine qui, elle, devrait être retraitée, mais elle continue de sillonner les routes avec sa voiture pour ne pas être seule à sa maison.
et on va découvrir un petit peu pourquoi après. Donc ces trois personnalités complètement différentes et qui pourtant eh bien, vont se retrouver dans la même salle pour juger la même personne. Alors au début j'étais un petit peu déçue du procès dans le sens où le crime qui a été commis n'est pas ouf, je vais dire. Et en fait, après, on s'en fiche complètement parce que c'est pas ça le cœur de l'intrigue. Le cœur de l'intrigue, c'est vraiment ces trois personnes-là qui sont écorchées par la vie pour des raisons complètement différentes et qui vont, à travers ce procès, devoir un petit peu se mettre face à leurs mots, M-A-U-X, à leurs mots très personnels, parce que le procès va faire résonner des choses différentes chez chacun d'entre eux. Par exemple, Norma va vraiment faire un transfert avec l'accusé parce qu'elle a à peu près le même âge qu'elle, elle a à peu près la même apparence physique, et ça la renvoie à beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses de son enfance, des phrases comme ça, bombes, qui l'ont marquée à vie et qui conditionnent un petit peu celle qu'elle est aujourd'hui. Donc enfin, tous les trois vont devoir faire face un petit peu à leurs éraflures, à leurs blessures, et vont devoir un petit peu être honnêtes avec eux-mêmes et accepter peut-être accepter comment dire, les conseils des autres, accepter la vision d'une autre personne, d'un inconnu presque, hein. Et voilà, ils vont commencer à se parler, ils vont tisser un lien qui va être indéfectible, qui va être très très fort, assez vite. Le procès dure sur 4 jours, donc en fait, on est sur les 300 pages, on est quasiment que sur les 4 jours et on est quelques années après, je pense, ou quelques mois après, mais sur juste quelques pages. Et j'ai beaucoup, beaucoup aimé. C'est pas forcément un coup de cœur, mais c'est une très, très bonne lecture. Ça se lit très, très bien. Moi, en ce moment, j'aime bien lire des romans faciles à lire parce que bah, je dors très peu la nuit. Achille a fait une bonne petite régression au niveau du sommeil et des tétés, donc je suis plus réveillée qu'endormie la nuit, mais c'est pas grave. Et donc du coup, je j'ai pas envie de romans alambiqués, historiques. Je pense que j'aimerais bien là relire un thriller ou un policier dans peu de temps, mais j'ai pas besoin de romans très très complexes. Et là, en fait, toutes les lectures que j'ai faites, eh bien, elles m'ont fait du bien parce qu'elles sont simples à lire. Ça veut pas forcément dire qu'elles sont dénuées de sens et dénuées d'émotions, bien au contraire, mais les plumes sont fluides. Il y a un côté addictif parce que ça parle de la vie de tous les jours et qu'on a envie de savoir ce qui se passe dans la vie de chacun des personnages. Mais voilà, j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé et je sais pas si j'ai préféré celui-là ou si j'ai préféré Nos Racines Invisibles. Nos Racines Invisibles, j'avais beaucoup beaucoup aimé quand je l'ai lu. Et puis je me suis rendu compte quelques semaines après que je me souvenais quasiment pas du pitch. Et ça m'a embêtée de me dire, mais en fait, j'ai apprécié ma lecture, mais pourtant, j'en garde pas grand-chose. Alors que celui-ci, je pense que j'en garderai davantage. Après, j'avais également lu C'était un accident de la même autrice, mais c'est un roman qui est plutôt young adulte et ça se sent vraiment quand on le lit. Donc j'avais un peu moins accroché. Mais voilà, un roman à lire si vous avez besoin d'une lecture qui fait du bien. Achille est en train de se réveiller, donc je vais clôturer rapidement cette vidéo puisque je vais très très rapidement vous parler de ce livre, Le Code Rose de Kate Quinn, je ne sais pas, qu'on a lu dans le cadre du Read Together de mai, puisqu'en juin, on a lu Un coup de soleil de Serena Giuliano, mais ça, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Alors, pour le coup, c'est un roman historique de 680 pages. Je l'ai acheté exprès pour le Read Together, parce que je ne l'avais pas dans ma pile à lire. J'en suis à 166 pages et pour l'instant, je l'ai abandonné. Alors, j'aime pas dire je l'ai abandonné, je l'ai mis de côté. Pourquoi? Parce que la construction au départ, elle est super compliquée. J'ai pas compris qui était qui. Enfin, j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à capter l'identité de chaque personnage. Et après, l'intrigue se met en place, mais c'est un petit peu lent au départ. Et je suis pas dans ce mood-là, je vous l'ai dit, j'ai besoin d'une lecture assez qui roule en fait. Je vous lis le résumé, mais je vous dirai pas forcément du coup mon ressenti. Ce que je peux simplement vous dire, c'est que la plupart des gens qui l'ont lu dans le cas du Read Together ont beaucoup aimé la deuxième moitié, je pense. Mais la plupart qui l'ont terminé ont vraiment beaucoup aimé leur lecture, tout en disant que le début était assez complexe. Il y avait un traître à Bletchley Park qui vendait des informations pendant la guerre. Vous me haïssez peut-être, mais vous avez toutes les deux prêté le même serment que moi.
Protégez la Grande-Bretagne, faites-moi sortir de cet asile et aidez-moi à attraper le traître. Vous avez une dette envers moi. » Alors que la Grande-Bretagne se prépare à combattre les nazis, 3 femmes très différentes répondent à l'appel d'un mystérieux domaine, Bletchley Park, où les cerveaux les plus brillants sont formés à casser les codes de l'armée allemande. La pétillante et belle débutante Osla, l'impérieuse et autodidacte Mab, et enfin la vieille fille du village Bess. Or, la guerre, le deuil est une sombre... Or, la guerre, le deuil et une sombre trahison sépareront les 3 amies, jusqu'à ce qu'elles soient de nouveau réunies pour casser un dernier code, celui qui leur révélera le nom du traître. Mais chaque pétale du code rose qu'elles effeuillent les rapproche du danger et d'un ennemi redoutable. Voilà, donc tout ce que je peux vous dire, c'est qu'au départ, c'est vraiment très complexe, même si, là j'en étais à 166 pages et je commençais à avoir envie de lire la suite, mais en fait je lis principalement la nuit et clairement, je ne vous conseille pas de lire ce roman si vous dormez peu ou si vous êtes chargé au travail, si vous êtes en pleine surcharge mentale. Non, je pense qu'il faut lire ce roman quand vous êtes disposé à lire quelque chose d'assez complexe. Mais la plume est vraiment sympa. Je pense que je le reprendrai un peu plus tard. J'aime bien les trois femmes, là, Osla, Mab et Bess. Donc on verra, je le reprendrai sûrement un peu plus tard. Voilà, je vais aller m'occuper d'Achille qui est effectivement bien réveillé. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce contenu. J'espère en tout cas que vous continuez de prendre plaisir à lire. Et puis je vous dis à très vite.